Vous écoutez L'enfance et l'adolescence, un livre écrit par Léon Tolstoï et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. L'enfance. Chapitre 1. Notre précepteur, Karl Ivanovitch. Le 12 août 18. 3 jours après le 10e anniversaire de ma naissance, où j'avais été comblé de tant de merveilleux cadeaux, Karl Ivanovitch me réveilla à 7 heures du matin en abattant une mouche au-dessus de mon oreiller, au moyen d'une feuille de papier collée à un bâton. Il s'y prit si maladroitement que sa main heurta la petite image de mon ange gardien accrochée au haut dossier de mon lit en bois de chêne, et que l'insecte tomba droit sur ma tête. Je sortis le nez de sous la couverture, j'arrêtai de la main la petite image qui se balançait toujours et jetai la mouche écrasée sur le plancher. Bien qu'à moitié endormi, je dardais des regards furieux à Karl Ivanovitch. Notre précepteur, à mon frère et à moi, vêtu d'une robe de chambre d'indienne, retenue à la taille par une ceinture de même étoffe et coiffé d'une calotte rouge tricotée, ornée d'un gland, les jambes enfouies dans des bottes molles en peau de bouc, continuait à longer les murs pour viser les mouches et tapait à vide avec un bruit retentissant. Soit, pensai-je en moi-même, c'est vrai, je ne suis qu'un petit garçon, mais est-ce une raison pour troubler mon sommeil ? Pourquoi ne va-t-il pas chasser les mouches près du lit de Volodia? La tapisserie en est toute noire dans ce coin. Mais non, Volodia est plus âgé, et c'est parce que je suis petit qu'il me tourmente ainsi. Il passe sa vie à me faire des choses désagréables. Il sait très bien qu'il m'a réveillé et qu'il m'a effrayé, mais il fait mine de ne pas le remarquer. Oh, quel homme dégoûtant! Et sa robe de chambre, sa calotte et le mouchet de sa calotte, tout en lui est dégoûtant. Pendant que j'exhalais ainsi en petto ma colère contre Karl Ivanovitch, il revint vers mon lit, regarda sa montre qui était posée contre le mur, dans un petit soulier brodé de perles de verre, suspendit le chasse-mouche à un clou, et se retournant de notre côté, de la plus belle humeur du monde, il s'écria, de sa bonne grosse voix, « Debout, enfant, debout, il est temps de se lever, maman est déjà au salon. » Puis il revint vers moi, s'assit au pied de mon lit et tira une tabatière de sa poche. Je feignis de dormir. Karl Ivanovitch s'administra d'abord une prise, se moucha, fit claquer ses doigts et, se tournant vers moi en souriant, se mit à me chatouiller la plante des pieds. « Lève-toi, petit paresseux » répétait-il. Malgré ma crainte d'être chatouillé, au lieu de sauter à bas du lit, je m'enfouis plus profondément sous les oreillers et, sans répondre, je me mis à donner des coups de pied vigoureux en prenant toutes les peines du monde pour me retenir de rire. Comme il est bon pourtant, pensai-je, et comme il nous aime, et j'ai pu avoir de si mauvais sentiments pour lui. J'étais mécontent de moi-même et de Karl Ivanovitch. J'étais partagé entre le désir de rire et de pleurer. Mes nerfs étaient agacés. « Laissez-moi, Karl Ivanovitch » m'écriai-je en sortant ma tête des coussins. Mon maître surpris lâcha mes pieds et se mit à me questionner avec anxiété. « Qu'as-tu? Est-ce l'effet d'un mauvais rêve ?» Son bon visage et la sollicitude avec laquelle il s'efforçait de pénétrer le motif de mes larmes les faisaient couler avec plus d'abondance. J'avais honte de moi-même. Je ne pouvais plus comprendre comment, quelques minutes auparavant, j'avais pu ne pas aimer Karl Ivanovitch et trouver sa robe de chambre, sa calotte et son mouchet dégoûtant. Maintenant, au contraire, je les trouvais très jolis et le mouchet me semblait le signe incontestable de sa bonté. Je lui répondis que je pleurais parce que j'avais fait un mauvais rêve. Maman était morte et on l'emportait pour l'enterrer. C'était une fiction. Je ne me rappelais point mes songes de cette nuit-là. Mais lorsque Karl Ivanovitch, touché de mon récit, se mit à me consoler et à me tranquilliser, il me sembla que j'avais dit vrai et que j'avais eu réellement ces terribles visions. Mes larmes reprirent de plus belle pour une autre cause. Notre menin Nicolas entra. C'était un petit homme très propret, toujours grave, ponctuel, respectueux et grand ami de Karl Ivanovitch. Il nous apportait nos habits et nos chaussures. Pour Volodia, des bottes, et pour moi, les exécrables souliers attachés par des nœuds de ruban.
J'aurais eu honte de pleurer en sa présence. Puis le soleil du matin brillait si gaiement aux fenêtres, et Volodia contrefaisait si bien Maria Ivanovna, l'institutrice de notre sœur. Il riait aux éclats devant son lavabo avec une telle exubérance de gaieté que le grave Nicolas, la serviette sur l'épaule, le savon dans une main, le pot à l'eau dans l'autre, souriait en disant « C'est assez s'amuser, Vladimir Petrovitch, ayez la bonté de vous laver. » Cette petite scène me fit oublier tous mes chagrins. « N'êtes-vous pas encore prêt ?» cria Karl Ivanovitch de la salle d'études. Sa voix était sévère et n'avait plus cet accent de bonté qui m'avait touché jusqu'aux larmes. En classe, Karl Ivanovitch n'était plus le même homme, il ne restait que le maître. Je m'habillai à la hâte, je plongeai mon visage dans l'eau et je courus à l'appel en tenant à la main la brosse dont je lissais mes cheveux humides. Tous les matins, après le déjeuner, à l'heure des leçons, nous trouvions Karl Ivanovitch dans la salle d'études, assis à sa place, entre la porte et la fenêtre, ses lunettes sur le nez. Karl Ivanovitch assis à sa place. À gauche de cette porte, 2 petits rayons étaient appliqués contre le mur. L'un nous était destiné, l'autre appartenait en propre à notre précepteur. Sur notre tablette se confondaient toutes sortes de livres de classe et d'autres, les uns debout, les autres couchés. Il n'y avait que 2 grands volumes reliés en rouge, l'histoire des voyages, qui fussent bien alignés contre le mur. À côté gisaient, au hasard, des spécimens de tous les formats, gros ou longs, grands et petits, des reliures sans volume, des volumes sans reliure. Au moment de la récréation, lorsque Karl Ivanovitch nous criait de mettre en ordre la bibliothèque, c'est ainsi qu'il désignait pompeusement ces 2 maigres rayons, nous prenions à pleine main tout ce qui couvrait la table et le jetions pêle-mêle sur notre tablette. Celle de notre maître présentait une collection d'ouvrages moins nombreuse, mais encore plus variée que la nôtre. 3 de ces volumes sont restés dans mon souvenir. Une brochure en allemand sur l'engrais des potagers et la culture des choux, un exemplaire de l'histoire de la guerre de 7 ans, brûlé à un coin, et un cours complet d'hydrostatique. Karl Ivanovitch passait la plus grande partie de son temps à lire, au point d'altérer sa vue. Les livres de sa bibliothèque et un journal, L'Abeille du Nord, alimentaient exclusivement ses lectures. Il y avait sur le rayon de Karl Ivanovitch un objet en particulier dont je me souviendrai toujours et qui, plus que toute autre chose, me rappelle notre précepteur. C'était un écran en carton assujetti au moyen d'un ardillon à un petit pied de bois. Une caricature représentant une dame et son coiffeur était collée sur ce meuble. Karl Ivanovitch était très ingénieux. Il avait inventé et fabriqué lui-même cet écran pour garantir de la lumière ses yeux malades. Je crois revoir aujourd'hui comme alors sa longue silhouette dans sa robe de chambre d'indienne et sa calotte rouge sous laquelle passent de rares cheveux gris. Il est assis devant sa petite table, l'écran projette une ombre sur son visage. Il tient un livre dans une main, l'autre repose sur le bras du fauteuil. Près de lui est posée sa montre avec un chasseur dessiné sur le cadran. À côté, un mouchoir à carreaux, une tabatière noire toute ronde, un étui pour ses lunettes, des mouchettes sur un petit plateau. Tout cela est si bien rangé, chaque objet se trouve si exactement à sa place, qu'à la vue de cet ordre symétrique, on sent que Karl Ivanovitch a la conscience pure et l'âme tranquille. Souvent, aux heures de récréation, après m'être amusé en bas au salon, je montais en cachette, je me glissais sur la pointe des pieds dans la salle d'études et je surprenais Karl Ivanovitch. Il était seul, assis dans son fauteuil, penché sur un de ses bouquins chéris, avec une physionomie sereine et noble en même temps. Quelquefois, il ne lisait plus. Les lunettes glissaient sur le bout de son nez aquilin, ses yeux bleus à demi ouverts prenaient une expression singulière, ses lèvres souriaient mélancoliquement. Dans la chambre régnait un silence absolu, on n'entendait que le souffle égal de notre maître et le tic-tac de la montre au chasseur. Il ne me remarquait pas, et moi je m'arrêtais à la porte et je pensais « Pauvre cher vieillard, nous sommes nombreux, nous jouons, nous nous amusons, et lui, il est seul, tout seul,
Personne ne le caresse. Il a raison de dire qu'il est orphelin. L'histoire de sa vie est si triste. Je me rappelle comment il l'a raconté à Nicolaï. C'est affreux de se trouver dans sa situation. Et, pris de pitié, je m'approchais de lui. Je lui prenais les mains et je lui disais « Cher, cher Karl Ivanovitch ». Il aimait à s'entendre appeler ainsi et me répondait par des caresses sans dissimuler son émotion. Sur l'autre mur de la salle pendaient des cartes géographiques, toutes déchirées, mais artistement raccommodées par Karl Ivanovitch. Sur la troisième paroi, au milieu de laquelle se trouvait la porte qui donnait sur le couloir, à droite, 2 règles étaient attachées. L'une couverte de profondes entailles, c'était la nôtre, l'autre toute neuve, c'était celle de notre maître. Il s'en servait plus souvent pour nous stimuler au travail que pour régler des pages. De l'autre côté de la porte était suspendu un tableau noir sur lequel Karl Ivanovitch marquait nos grands délits au moyen d'une grande croix et nos petits délits par une petite croix. À gauche du tableau noir se trouvait le coin où Karl Ivanovitch nous mettait en pénitence. Ah, ce coin, je me le rappelle bien. Je me souviens des moindres détails, de la petite porte du poêle, de la bouche de chaleur qui faisait tant de bruit quand on l'ouvrait. Souvent je suis resté dans ce coin, à genoux si longtemps, que les rotules et le dos me cuisaient, et je murmurais en moi-même « Karl Ivanovitch m'a oublié, il se trouve bien dans son fauteuil avec son traité d'hydrostatique, mais moi je souffre. » Et je me mettais, pour attirer son attention, à ouvrir et à fermer lentement la porte du poêle ou à gratter le crépi de la muraille. Mais si par hasard un trop gros morceau de plâtre se détachait et tombait à terre avec fracas, la crainte que je ressentais était sans doute plus terrible que le châtiment. Je regardais Karl Ivanovitch et lui ne bronchait pas. Il restait toujours renversé dans son fauteuil, le livre à la main, comme s'il ne voyait et n'entendait rien. Le milieu de la chambre était occupé par une table carrée, couverte d'une toile cirée, noircie et déchirée, et qui laissait saillir les angles de bois taillés et découpés en tous sens par nos canifs. Des tabourets étaient rangés autour. Ils étaient en bois, et un long usage les avait enduits d'une couche noire qui leur servait de vernis. La 4e muraille était percée de 3 fenêtres qui s'ouvraient sur une route dont chaque flaque, chaque ornière, le moindre caillou m'était depuis longtemps connu et cher par cela même. De l'autre côté de la route, une allée de tilleuls taillés, entre lesquels on apercevait ici et là un échalier en treillis. Au-delà de l'avenue, on distinguait la prairie, entre un enclos réservé aux meules de blé et la forêt. Dans le lointain, on discernait la maisonnette du garde. D'une fenêtre, à droite, on découvrait la partie de la terrasse où les grandes personnes se tenaient avant le dîner. Souvent, pendant que Karl Ivanovitch corrigeait ma dictée, je regardais dans cette direction. Je voyais poindre la chère tête brune de maman ou le dos de quelque autre personne, et j'entendais un bruit vague de conversation et de rire. J'étais tout chagriné de ne pouvoir être auprès d'eux, et je me disais « Quand donc serai-je grand ?» Quand est-ce que j'aurai fini mes études et au lieu de me morfondre sur mes devoirs, pourrais-je rester dans la compagnie de ceux que j'aime? Mon dépit se changeait en tristesse et je me perdais dans des rêveries sans entendre les observations de Karl Ivanovitch sur mes bévues. Tous les matins, après la toilette, avant les leçons, notre maître posait sa robe de chambre, revêtait son habit bleu, froncé aux épaules, rajustait sa cravate devant le miroir et nous conduisait en bas pour souhaiter le bonjour à maman. Chapitre 2. Maman et papa. Maman était assise au salon et préparait le thé. D'une main, elle refermait le robinet du samovar et de l'autre, elle maintenait en équilibre au-dessus la théière d'où l'eau débordait sur le plateau, sans que ma mère y prît garde, bien que ses yeux fussent fixés sur l'urne à thé. Elle ne remarqua pas non plus notre entrée au salon. Lorsque la pensée évoque les traits d'un être aimé, les souvenirs du passé l'assaillent en foule si pressée que son visage nous apparaît confusément comme au travers de larmes. Ce sont les larmes de l'imagination.
Quand je cherche à me représenter ma mère telle qu'elle était à cette époque, je ne vois plus que ses yeux bruns qui exprimaient toujours la même bonté et le même amour, le grain de beauté un peu au-dessous des quelques boucles folies qui frisotaient sur sa nuque, et son petit col blanc brodé. Je sens encore le toucher de sa main douce et fluette qui me caressait si souvent et que j'aimais tant à baiser, mais l'expression générale de son visage et de sa personne m'échappe tout à fait. Je revois encore dans tous ces détails cette petite scène matinale, le long divan, à gauche le vieux piano anglais à queue où ma petite sœur prenait sa leçon de musique. Lyubochka était une petite brunette. Ses doigts, encore rosés sous l'impression de l'eau froide, se tendaient avec un effort visible pour jouer les études de Clémentie. Elle avait 11 ans et portait une robe courte que dépassait la dentelle blanche de son pantalon. Sa main ne pouvait donner l'octave qu'en l'arpégeant. Assise de profil auprès d'elle se tenait Maria Ivanovna, Mimi, comme nous l'appelions, avec son bonnet à ruban rose et son caraco bleu. Son visage était rouge de mécontentement et prit une expression encore plus sévère lorsque Karl Ivanovitch entra. Elle le toisa du regard et, sans répondre à son salut, continua de marquer la mesure en frappant du pied sur le plancher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'un ton plus retentissant et plus péremptoire qu'auparavant. Karl Ivanovitch n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Comme d'habitude, il s'inclina devant maman pour lui souhaiter le bonjour et lui baiser la main. Elle revint à elle comme quelqu'un qui sort d'un rêve et, secouant sa chère petite tête, sans doute pour en chasser les pensées désagréables, elle tendit ses doigts à notre précepteur et, pendant qu'il les baisait avec respect, effleura du bout de ses lèvres la tempe ridée du vieillard. « Merci, cher Karl Ivanovitch. Est-ce que les enfants ont bien dormi ?» Il était sourd d'une oreille, et le bruit du piano l'empêcha d'entendre la question de ma mère. Il s'inclina plus bas devant elle, appuya une main sur la table, et, debout sur un pied, avec un sourire qui me semblait alors l'expression de la politesse la plus raffinée, il souleva son bonnet et dit « Vous m'excusez, Natalia Nikolaevna ?» Karl Ivanovitch n'enlevait jamais son bonnet rouge, de crainte de s'enrhumer, et chaque fois qu'il entrait au salon, il s'en excusait. « Couvrez-vous, Karl Ivanovitch. Je vous demande si les enfants ont bien dormi, » répéta maman en s'approchant de lui et en haussant la voix. Il n'entendit pas davantage, et, abritant sa calvitie sous sa calotte écarlate, il sourit encore plus gracieusement. « Cessez le piano pour un moment, Mimi, » dit ma mère en souriant, « on ne s'entend plus. » Quand maman souriait, son visage toujours beau rayonnait et tout semblait en fête autour d'elle. Si, dans les moments difficiles de la vie, je pouvais parfois revoir ce sourire, je ne saurais pas ce que c'est que la tristesse. Il me semble que toute la beauté de la physionomie tient au sourire. Si le sourire donne plus de charme au visage, il est beau. Si le sourire ne le transfigure pas, c'est un visage ordinaire. S'il l'enlaidit, c'est que ce visage ne peut être beau. Lorsque ma mère m'eut embrassé, elle prit ma tête entre ses mains, la renversa et, me regardant en face, me dit « Tu as pleuré aujourd'hui ?» Je ne répondis pas, elle me baisa sur les yeux et répéta « Pourquoi as-tu pleuré ?» J'ai pleuré à cause d'un rêve, dis-je en me rappelant tous les détails de ce songe imaginaire et en tremblant à ce souvenir. Karl Ivanovitch appuya ce que je venais de dire, mais ne raconta pas mon rêve. Après avoir parlé du temps, ma mère mit sur le plateau 6 morceaux de sucre pour les domestiques les plus favorisés. Puis, elle se leva et, s'approchant de son métier à broder près de la fenêtre, elle dit « Maintenant, mes enfants, courez vers votre père et dites-lui qu'il passe chez moi sans faute avant d'aller voir rentrer les blés. » La musique scandée par les coups de pied rythmiques, accompagnée de regards féroces, recommença de plus belle, et nous nous échappâmes du salon pour nous rendre auprès de notre père. Karl Ivanovitch nous suivit. Papa était debout devant son bureau. Il parlait avec vivacité, désignant à son intendant, Yakov, des enveloppes, des papiers et des liasses de billets, et lui donnant des explications très animées.
Yakov se tenait à sa place, accoutumé entre la porte et le baromètre, et, les bras croisés derrière le dos, agitait ses doigts en tous sens. Plus papa se fâchait, plus les doigts se démenaient. Au contraire, dès que papa se taisait, les doigts s'arrêtaient aussi. Mais quand Yakov prenait la parole, ses doigts se livraient à une gymnastique désespérée. Il me semble que, d'après leurs mouvements, on aurait pu deviner les pensées secrètes de Yakov. Son visage toujours calme exprimait à un degré égal le sentiment de sa propre dignité et la soumission. En nous apercevant, papa nous dit, sans se déranger, « Attendez, je suis à vous tout de suite. » Je me trouvais près de la table et je me mis à déchiffrer les adresses inscrites sur les enveloppes. Il y en avait une qui portait à Karl Ivanovitch Mauer. Ayant remarqué que je venais de commettre une indiscrétion, mon père posa sa main sur mon épaule et du geste m'invita à m'éloigner de la table. Je ne compris pas si c'était une caresse ou une observation, mais à tout hasard, je baisai la grande main nerveuse qui reposait sur mon épaule. Quand il eut fini ce qu'il avait à dire à son intendant, mon père se tourna vers nous et, sans préambule, nous déclara que nous avions assez longtemps regardé voler les mouches à la campagne, que nous n'étions plus de petits garçons et qu'il était temps de commencer des études sérieuses. « Vous savez déjà, n'est-ce pas, que je pars ce soir pour Moscou? Eh bien, je vous prends avec moi, dit-il. Vous vivrez chez votre grand-mère et maman restera ici avec les petites. Surtout, n'oubliez pas que la seule chose qui puisse la consoler de votre absence, ce sera d'apprendre que vous êtes appliqué à vos leçons et qu'on est content de vous. » Bien que les préparatifs qui se faisaient depuis quelque temps dans la maison nous eussent déjà fait pressentir un événement extraordinaire, cette nouvelle nous surprit pourtant. Volodia devint tout rouge d'émotion et fit d'une voix mal assurée le message de notre mère. Voilà, pensai-je, le malheur que mon mauvais rêve me prédisait, pourvu qu'il n'arrive rien de pis. Je songeais aussitôt au chagrin qu'éprouverait maman, mais le sentiment que nous étions de grands garçons me remplissait de satisfaction. Si nous partons aujourd'hui, nous n'aurons point de leçons. Voilà une bonne chose, me disais-je. Pourtant, je regrettais beaucoup Karl Ivanovitch. Il partira aussi. Cette lettre à son adresse le lui annonce sans doute. Et je me dis que j'aimerais mieux étudier sans relâche et ne pas me séparer de maman, ni faire de la peine à ce pauvre Karl Ivanovitch. Il est déjà assez malheureux sans cela. Toutes ces idées se croisaient dans ma tête. Je ne bougeais pas de ma place et je regardais fixement les rubans noirs de mes souliers. Après avoir discuté avec Karl Ivanovitch la baisse du baromètre, mon père intima l'ordre à Yakov de ne pas donner aux chiens leur pâté et de les tenir prêts pour une dernière partie de chasse. Contrairement à mon attente, il nous envoya en classe, mais nous promit de nous emmener à la chasse. Avant d'entrer dans la salle d'études, je courus sur la terrasse. Milka, la chienne favorite de papa, était couchée au soleil, les yeux fermés. « Chère Milka, lui dis-je en caressant et en baisant son museau luisant, nous devons partir aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus. » Et je fondis en larmes. Chapitre 3. La leçon, Grisha l'insensé. Karl Ivanovitch était de fort mauvaise humeur. On pouvait le deviner au froncement de ses sourcils, au geste brusque dont il jeta son surtout dans la commode, à la précipitation avec laquelle il noua sa ceinture, à l'incision profonde qu'il fit avec son ongle dans le livre des dialogues pour marquer le morceau que nous devions apprendre par cœur. Mon frère était appliqué, mais moi j'étais si ému que je ne pouvais rien faire. J'avais beau regarder mon livre, je ne parvenais pas à fixer mon attention et les larmes qui me montaient aux yeux chaque fois que je pensais à la prochaine séparation m'empêchaient de distinguer les lettres. Quand vint l'heure de réciter, Karl Ivanovitch ferma les yeux, c'était un mauvais signe, et se mit à me questionner. Je ne pouvais réprimer les sanglots qui m'empêchaient de répondre. La leçon de calligraphie suivit, mes larmes, en tombant sur le papier, firent de si grosses taches qu'on eût dit que j'avais écrit avec de l'eau sur du papier de soie. Karl Ivanovitch se fâcha, me fit mettre à genoux et me reprocha mon entêtement.
Il déclara que je faisais semblant d'être affligé et me menaça de sa règle si je ne demandais pas pardon. Mais je ne pouvais rien dire, tant les larmes m'étouffaient. Enfin, sentant qu'il s'était emporté à tort, il sortit de la salle d'études, entra dans la chambre de notre menin en tapant la porte derrière lui et la laissa entrebâillée. Je sortis doucement de mon coin et me mis aux aguets. Je surpris ainsi la conversation suivante. « Sais-tu, Nicolas, que les enfants vont à Moscou? »« Ah oui, je le sais. Faites du bien aux autres, attachez-vous à eux, mais n'attendez pas de la reconnaissance, » reprit Karl Ivanovitch d'une voix vibrante. Notre menin, Nicolas, assis à la fenêtre où il réparait de la chaussure, hocha la tête en signe d'assentiment. « Je suis resté 12 ans dans cette maison, » continua Karl Ivanovitch, en levant les yeux et sa tabatière vers le ciel. « Et je peux dire que je les ai aimés, et que j'ai pris plus de peine pour eux que s'ils eussent été mes propres enfants. Tu te rappelles, Nicolas, quand Volodia a eu le typhus? J'ai passé 9 jours à son chevet, sans fermer les yeux. Ah, oui, alors j'étais le bon, le cher Karl Ivanovitch. Alors on avait besoin de moi, et j'étais utile à quelque chose. » Et maintenant, ajouta-t-il avec un sourire amer, maintenant, les enfants sont devenus grands, ils doivent commencer des études sérieuses. Comme s'ils n'apprenaient rien avec moi, Nicolas. Que peuvent-ils apprendre de plus? Je me le demande, dit Nicolas en posant son haleine et en tirant des 2 mains les lignoles. Oui, maintenant, on n'a plus besoin de moi, et l'on me met à la porte. C'est ainsi qu'on tient ses promesses. Cela s'appelle de la reconnaissance. Je respecte et j'aime beaucoup Natalia Nikolaïevna, dit-il en pressant ses mains sur sa poitrine. Mais elle n'a aucune influence ici. Sa volonté dans cette maison est aussi impuissante que cela. Il jeta sur le plancher, d'un geste expressif, une rognure de cuir. Je sais bien qui a fait tout le mal et pourquoi l'on n'a plus besoin de moi, parce que je ne veux pas flatter et que je ne dis pas oui et amen à tout comme font certaines personnes. J'ai pris l'habitude de dire à tout le monde la vérité, reprit-il avec orgueil. Mais, que Dieu leur pardonne, ils n'en seront pas plus riches pour m'avoir congédié, et moi, je pourrai toujours me procurer un morceau de pain, n'est-ce pas, Nicolas? Notre menin leva la tête. Il examina Karl Ivanovitch comme pour se demander si vraiment cet homme pourrait se procurer un morceau de pain, et ne répondit pas. Karl Ivanovitch continua longtemps à se plaindre sur le même ton. Je compatissais à ses peines, et je souffrais de voir que papa et mon précepteur, que j'aimais également, ne s'entendissent point. Quand il se tut, je me remis au coin où il m'avait laissé en pénitence, je m'assis sur mes talons et me pris à songer au moyen de faire la paix entre mon père et Karl Ivanovitch. Mon maître revint peu après, il m'ordonna de préparer mon cahier pour la dictée. Quand tout fut prêt, il se laissa choir majestueusement dans son fauteuil et, d'une voix qui semblait sortir de profondeurs incommensurables, dicta solennellement de tous les vices le plus cruel et l'ingratitude. « Avez-vous écrit ?» Il se tut, huma lentement une prise de tabac et répéta avec plus d'emphase « le plus cruel et l'ingratitude ». Ayant inscrit le dernier mot, je regardai mon précepteur. « Punctum !» cria-t-il avec un sourire involontaire, et il fit signe de lui passer les cahiers. Il relut cette maxime, qui exprimait sa pensée secrète plusieurs fois, avec des intonations diverses et l'air de la plus profonde satisfaction. Puis il commença la leçon d'histoire et vint s'asseoir près de la fenêtre. Son visage n'était plus aussi sombre qu'auparavant. Il reflétait le sentiment d'un homme qui s'est vengé avec dignité de l'outrage qu'on lui a fait. Il était déjà 1h moins 1/4, mais Karl Ivanovitch n'avait point l'air disposé à nous rendre notre liberté. Au contraire, il inventait à tout instant quelques nouveaux sujets de leçon. L'ennui et l'appétit augmentaient pour nous dans la même proportion. Je suivais avec impatience tous les signes précurseurs du dîner, la fille de chambre qui passait avec le torchon pour essuyer les assiettes, le bruit de la vaisselle qu'on sortait du buffet. Je me disais
Voilà qu'on allonge la table. On place les chaises. Mimi entre avec sa fille Katienka et ma sœur Lyubotchka. Elles reviennent du jardin, mais je ne vois pas Foka. Le valet de chambre Foka venait toujours nous annoncer que la table était servie. C'était le signal que nous attendions pour jeter les livres de côté et, sans prêter plus d'attention à Karl Ivanovitch, courir à la salle à manger. Voici des pas qui crient sur l'escalier, mais ce n'est pas Foka. Je connais le craquement de ses bottes et sa démarche. La porte s'ouvrit et un homme entra. Le nouveau venu était âgé d'une 50aine d'années, le visage blême, allongé et grêlé de la petite vérole. Il avait de longs cheveux blancs et une petite barbiche roussâtre aux poils rares. Sa taille était si haute qu'il dut se courber en deux pour pouvoir passer sous la porte de la salle d'études. Il portait des lambeaux de vêtements, les restes d'un cafetan ou d'une soutanelle. Il tenait à la main un gros gourdin noué. Dès qu'il eut pénétré dans la salle, il se mit, avec son bâton, à frapper de grands coups sur le plancher de toutes ses forces, et relevant en arc ses sourcils, il ouvrit la bouche démesurément et ricana d'un air terrible qui n'était pas naturel. Cet homme était borgne, et la pupille blanche de son œil dansait toujours et rendait son visage disgracié encore plus repoussant. « Ah, vous voilà pris !» cria-t-il en courant à petits pas vers Volodia. Il lui saisit la tête et se mit à examiner attentivement son crâne. Puis, avec le même sérieux, il s'éloigna de lui, s'approcha de la table, se mit à souffler sous la toile cirée et à la couvrir de grands signes de croix. « Oh, 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 ils vont s'envoler ces chairs, je les regrette. Oh, 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 dit-il d'une voix que ses larmes faisaient trembler. Il regarda mon frère avec attendrissement, puis essuya les grosses gouttes qui tombaient de ses yeux. Sa voix était rude et enrouée, ses mouvements précipités et saccadés, ses paroles incohérentes. Il ne faisait pas usage des pronoms, mais ses intonations étaient touchantes, et son visage, jaune et défiguré, prenait par instants une expression si douloureuse et si sincère qu'on se sentait pénétré d'un sentiment mêlé de compassion, de crainte et de tristesse. Tel était Grisha l'insensé, le pèlerin bien connu dans la contrée. D'où était-il sorti? Qui étaient ses parents? Qu'est-ce qui l'avait contraint de choisir cette vie errante? Tout le monde l'ignorait. Je sais seulement que, dès sa 15e année, il passait déjà pour un fou, un vagabond allant nu-pieds, l'hiver comme l'été, heurtant à la porte des couvents et donnant à ceux qui lui plaisaient de petites images en proférant des paroles sans suite que plusieurs prenaient pour des prophéties. Personne ne l'a vu dans son bon sens. Les uns croient qu'il est le fils déshérité de parents aisés, d'autres assurent, au contraire, qu'il n'est qu'un paysan qui ne veut pas travailler. Enfin le ponctuel Foka, si ardemment souhaité, vint nous appeler, et nous nous élançâmes hors de la salle d'études. Grisha nous suivit en sanglotant. Il prononçait des paroles inintelligibles et frappait les marches de son bâton. Dans le salon, papa et maman se promenaient bras dessus, bras dessous, en s'entretenant à voix basse. L'institutrice de ma sœur, Mimi, était assise dans un fauteuil posé de façon à former un angle droit avec le divan. D'une voix sévère mais contenue, elle donnait des instructions aux deux fillettes debout près d'elle. Lorsque Karl Ivanovitch entra, elle le toisa de nouveau, se détourna, et l'expression de son visage disait « Je ne veux pas prendre garde à vous, Karl Ivanovitch. » Je vis dans les yeux des petites filles que celle avait quelque chose de très important à nous communiquer, mais nous aborder en ce moment eût été contraire à l'étiquette imposée par Mimi. Nous devions nous approcher d'elle premièrement, dire « Bonjour Mimi », faire une révérence, et, après cette cérémonie, il nous était permis de causer entre nous. Quelle personne insupportable que cette Mimi! On ne pouvait parler en sa présence de quoi que ce fût, elle trouvait tout ce qu'on disait inconvenant. Elle ne pouvait jamais nous laisser en paix. Si je trouvais un plat de mon goût, elle me criait aussitôt « Mais mangez donc du pain !» ou « Est-ce ainsi qu'on tient sa fourchette ?» Et qui lui permettait de s'occuper de nous? Ce n'était pas son affaire. Elle n'avait qu'à surveiller ses fillettes. Nous avions notre maître.
Ah, comme je partageais les sentiments de Karl Ivanovitch à l'égard de certaines personnes. Demande à ta maman qu'on nous prenne à la chasse, me dit Katienka en cachette, en m'arrêtant par mon veston lorsque les grandes personnes passèrent dans la salle à manger. Bien, nous essaierons. Grisha dîna ce jour-là dans la même pièce que nous, mais à une table à part. Il ne levait pas les yeux de sur son assiette, parfois il soupirait en faisant des grimaces affreuses et se parlant à lui-même. Cela fait pitié, envolé. Oh, une pierre sur sa tombe. Maman était agitée ce matin-là. Il était facile de voir que la présence, les gestes et les sentences du fou ajoutaient à son malaise. « J'ai oublié de te demander quelque chose, dit-elle à papa, qui lui tendait une assiette de potage. « Qu'est-ce que c'est ? » Dis, je t'en prie, qu'on enferme tes terribles chiens. Ils ont failli dévorer ce malheureux Grisha quand il a traversé la cour. Un jour, ils sauteront sur les enfants. Grisha, ayant entendu prononcer son nom, se tourna vers nous, montra les pans déchirés de son habit, et tout en faisant jouer ses mâchoires, il dit « Voulait me dévorer. Dieu n'a pas permis, un grand péché, pas punir homme. Dieu pardonnera. » « Qu'est-ce qu'il marmotte ?» demanda mon père avec un regard sévère. « Je n'y comprends rien. »« Moi je comprends, » reprit maman. « Il m'a raconté qu'un de tes chasseurs a lancé les chiens sur lui et il te prie de ne pas le punir. »« Ah, c'est ce qu'il veut dire. Mais qui lui fait croire que j'aurais envie de le punir ? Tu sais que je ne suis pas grand amateur de cette engeance, ajouta-t-il en français. Celui-ci surtout ne me revient pas. Il doit être... » « Ah, ne dis pas cela, mon ami, » dit ma mère en l'interrompant, comme pour l'avertir d'un danger. « Qu'en sais-tu » ? Il me semble que j'ai eu assez souvent l'occasion d'observer cette espèce de gens. Tu en reçois un si grand nombre, et ils sont tous taillés sur le même modèle. Ils chantent tous la même histoire. Il était facile de voir que maman pensait tout autrement sur ce sujet, mais elle s'abstint de toute remarque. « Non, cela me fâche, » continua papa en prenant le plat de petits pâtés et le tenant, par distraction, hors de l'atteinte de ma mère. « Cela me fâche quand je vois des personnes instruites, intelligentes, se laisser prendre pour dupes. » Il donna un coup sur la table avec le manche de sa fourchette. « Je t'en prie, passe-moi un pâté, » reprit-elle, en tendant la main. « Ceux qui mettent ces hommes en prison font bien, » continua mon père. « Ils ne servent qu'à donner sur les nerfs de personnes qui sont déjà malades sans cela. » Puis, voyant que ses réflexions étaient désagréables à maman, il lui tendit le petit pâté en souriant. Nicolas examinait Karl Ivanovitch. « Je ne te répondrai qu'une chose, dit-elle. C'est que j'ai de la peine à croire qu'un homme de 60 ans aille nu-pied, l'hiver comme l'été, qu'il porte des chaînes pesant 5 kilos sous ses habits et repousse toutes les offres qui lui ont été faites pour l'établir convenablement par pur amour de la fainéantise. Enfin, quant à ces prophéties, reprit-elle après une pause et un long soupir, je suis payée pour y croire. Ne t'ai-je pas raconté comment un fou a prédit à feu mon père, heure pour heure, le moment de sa mort? Le dîner tirait à sa fin. Lyubotchka et Katienka nous adressaient des coups d'œil significatifs et s'agitaient sur leurs chaises, en laissant percer une vive inquiétude. Leur regard disait « Pourquoi ne demandez-vous pas si nous pouvons aller à la chasse ?» Je poussai mon frère du coude. Il répondit par le même signe. Puis il se décida enfin à parler. Il commença d'une voix timide, mais qui s'affermissait en s'accentuant, et il dit « Puisque nous partons aujourd'hui pour Moscou, nous aimerions que les petites vinssent avec nous à la chasse. » Les grandes personnes tinrent un petit conciliabule. Notre demande fut accordée, et, ce qui nous fut encore plus agréable, maman déclara qu'elle serait de la partie. Chapitre 4. La chasse. Quand le plat doux fut servi, papa fit appeler Yakov et commanda d'atteler la lignéïka, de seller les chevaux, d'amener les chiens. Il entra dans les moindres détails, désignant chaque animal par son nom.
La monture de Volodia boitait et papa donna l'ordre de lui substituer un cheval de chasse. Cheval de chasse, ces mots sonnaient désagréablement aux oreilles de maman. Un cheval de chasse lui semblait devoir être un animal enragé qui ne pouvait manquer de s'emporter et de casser le cou. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.